Le cannabis a été légalisé en grande partie pour protéger la santé du public. Le docteur Robert Perrault en discute avec des experts. Bonjour, je m'entretiens aujourd'hui avec le professeur Jean-Sébastien Fallu de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Jean-Sébastien est un spécialiste en toxicomanie et il est également chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances. C'est l'homme de l'heure pour parler de plusieurs projets, de plusieurs sujets, entre autres celui qui va nous intéresser en premier lieu, qui est celui de la prohibition qu'on a connue depuis les années 30 autour du cannabis. Jean-Sébastien, bienvenue à nos conversations cannabis. Et merci. Je sais que vous avez été souvent sur la place publique pour vous exprimer sur les balbutiements ou les échecs de la prohibition. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur ça. Oui, comme tout le monde, je me suis intéressé à la question de la prohibition en ne sachant pas trop ce qu'il en était. Puis plus je fouillais le sujet, plus je voyais que c'était effectivement assez lamentable en termes de non-atteinte des objectifs, mais je dirais surtout de dommages collatéraux. Puis c'est un consensus qui est assez partagé, à savoir est-ce que c'est complètement inefficace? Certainement pas. Il y a certainement des effets bénéfiques à la prohibition de dissuasion pour certaines personnes. Hein. Il n'y a pas d'étiologie unique ou d'effet unique des politiques puis de plein de facteurs. Je pense que certaines personnes sont préservées de consommer parce que c'est interdit. Mais c'est une minorité de gens, je pense. Mais on voit bien que la prévalence de consommation et le nombre de personnes dépendantes, la consommation chez les jeunes, l'accessibilité aux drogues, leur pureté, tout ça, ça semble pas très affecté. On pourrait penser que ce serait pire dans un régime qui n'est pas de prohibition, mais il y a un assez large consensus scientifique à l'effet que ça serait quand même... On pense qu'il n'y a pas grand lien entre les politiques, finalement, puis la prévalence, puis le nombre de dépendances, en tout cas pas de manière importante. Par contre, effectivement, la prohibition... évidemment, c'est difficile d'évaluer l'effet des politiques. C'est en termes de limites méthodologiques, elles sont importantes et tirer des conclusions claires, définitives, c'est difficile. Mais il y a quand même plusieurs effets néfastes qui sont assez bien documentés, certains très bien documentés, comme la création de situations de consommation à risque, de produits plus à risque, et aussi de stigmatisation des personnes qui consomment. Et ça limite, ça a plein d'effets néfastes, la stigmatisation. Ça fait en sorte qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas à son médecin, on n'en parle pas à son entourage, et donc il n'y a pas de contrôles sociaux informels parce que c'est caché. Ça a toutes sortes de conséquences négatives aussi sur le plan de la santé. C'est intéressant, cette idée de contrôle social informel, parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Effectivement. Et c'est probablement un élément qui joue. Pensez-vous que ce contrôle social informel-là va s'exercer mieux ou moins bien dans un contexte de légalisation? Bien, je pense qu'il va s'exercer mieux parce que les gens vont être moins dans le garde-robe, vont être moins cachés dans la consommation. Ça va être moins tabou et stigmatisé, donc les gens vont en parler davantage. Puis comme ça, il y a un peu plus de rétroaction de l'entourage. Mais la prohibition, pour moi, ce qui est clair, c'est que l'application de la prohibition est extrêmement discriminatoire et il y a des atteintes aux droits de la personne qui sont très, très, très inquiétantes. Et je pense que même par rapport juste à cet élément-là, c'est suffisant pour penser qu'il faut d'autres modèles. Mais bon, comme je disais, c'est plus ou moins bien documenté, mais on voit des conséquences négatives de la prohibition en termes de santé individuelle et publique, de sécurité, de criminalisation et de criminalité, de violence. Profilage racial, entre autres. Oui, exactement. Donc, atteinte aux droits de la personne. Même l'environnement, l'économie, la corruption, la création d'économies parallèles qui, finalement, mettent en danger l'économie licite. Absolument. Et tout ça... j'ai eu des discussions avec des gens qui me disaient, parce que j'osais dire que c'est la pire politique puis qu'il n'y a pas moyen de faire aussi pire. Probablement que si on avait une légalisation extrêmement libre marché, sans aucune règle, simplement là, dans un néolibéralisme, capitalisme extrême, on pourrait voir des effets pervers comme ceux-là, comme on a vu avec certains produits pharmaceutiques et une industrie très puissante. C'est arrivé avec les opioïdes aux États-Unis, entre autres. Mais je pense que c'est facile de trouver
un juste milieu un qui est sweet nettement spot mieux. Oui. dans le milieu, Oui. effectivement. Ben, c'est ce qu'on espère avec la situation actuelle au Québec. La prohibition est une chose. Est-ce que la situation telle qu'on l'envisage au Québec, est-ce qu'on peut anticiper aussi? Si on est chercheur, on se pose des questions. Est-ce qu'il va y avoir des effets négatifs? Y a-t-il des effets pervers? Est-ce que des gens ont réfléchi à ce qui pourrait émerger comme effet négatif de la légalisation? Au Québec? Au Québec. Oui, effectivement. On est plusieurs experts à s'être exprimés, à savoir qu'il fallait être prudent dans la légalisation et justement pas aller vers une commercialisation à outrance, une libéralisation à outrance. Mais moi, j'ai exprimé à plusieurs endroits et tribunes que je pense que c'est trop prudent. Et j'entends par là que les règlements, le projet de loi, puis les règles qui vont s'en suivre, puis l'application, ça va dépendre comment ça va être appliqué, mais il y a des risques, effectivement, d'être trop sévère et d'arriver à une forme de prohibition 2.0 dans l'application de la légalisation qui n'en est peut-être pas tant une. On voit beaucoup de tentatives, finalement, de contrôler des comportements qu'on n'arrivait pas à contrôler par une interdiction. Puis là, on va le faire, mais par une autre voie, par des contraventions, par exemple, qui pourraient être appliquées plus fréquemment et, encore une fois, être fait de manière discriminatoire auprès de personnes plus vulnérables, démunies. Quel type dans de la rue. comportement on pense? Bien, comme consommer dans certains lieux publics interdits, comme être en possession sur les lieux de travail ou faire pousser du cannabis à la maison. Mais je pense expressément à la possession simple qui, à plusieurs endroits, par exemple à Montréal, pour ne pas la nommer, c'était une décriminalisation de facto, puis on n'intervenait pas là, au niveau des corps policiers pour une possession simple sans trouble de l'ordre public. Et là, il y aurait un risque. La loi même mandate les institutions, les employeurs, les organisations d'intervenir s'ils voient la consommation. Et donc, on pourrait voir une intervention encore plus importante, encore plus accrue, qui pourrait être discriminatoire et avoir des effets pervers en créant justement beaucoup de contraventions, des gens qui ne les payent pas, puis même ultimement peut-être des emprisonnements et des choses comme ça. Mais une application discriminatoire. Une application discriminatoire. On sent cette fébrilité parce qu'on est dans un contexte où cette légalisation est nouvelle et il y a plein de gens qui préfèrent devenir le plus sévère, le plus rigide possible. Maintenant, la question que moi je me pose à ce sujet-là, c'est est-ce que ça va être administrable d'une position aussi extrême d'application de règles? J'allais justement dire ça, que dans plusieurs cas, ce sont des vœux pieux, probablement pour rassurer un électorat, la population, les parents, mais ça ne sera pas applicable. Je veux dire, j'ai entendu des idées aussi saugrenues que d'interdire les produits comestibles éventuellement quand ça sera légal, mais ça peut être légal d'en fabriquer, donc je crois que c'est le maire de l'ancienne Lorette, bon, je ne veux pas me tromper, mais qui proposait d'interdire ça dans les parcs municipaux. Mais comment appliquer ça? Un policier va venir sentir les muffins aux potes, les goûter. Ça ne s'applique pas. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, même l'interdiction dans le projet de loi de la possession de cannabis dans certains lieux comme les CPE. Franchement, je comprends la consommation, des choses comme ça, mais ça ne sera pas vraiment applicable. Donc, il y a plusieurs dispositions comme ça qui sont pas vraiment applicables. On traite notre anxiété, si je comprends. Exactement, oui. Bon, écoutez, c'est intéressant. On va appliquer ce qu'on vient de discuter à un domaine que vous connaissez bien, qui est celui des milieux d'enseignement. Et puis, j'aurais aimé ça vous entendre sur les défis que rencontrent les milieux d'enseignement. Prenons la hiérarchie habituelle des écoles secondaires, des cégeps et des universités. Les écoles secondaires, par exemple, qu'est-ce qui s'en vient pas, ça? Bien, les écoles secondaires, il y a beaucoup d'enjeux, ne serait-ce qu'en termes de prévention. Parce que souvent, on s'en tenait à une interdiction. Bien sûr, les mineurs en milieu secondaire n'ont pas le droit de consommer, mais il y aura des exceptions pour le cannabis médical, c'était déjà le cas. Mais aussi dans le message qu'on donne, parce qu'on a souvent de la prévention axée sur la réduction de l'usage, voire l'abstinence. Là, de plus en plus, la prévention va s'orienter vers la réduction des méfaits. Bien sûr, les jeunes n'auront pas le droit, mais comme actuellement, il y en a qui vont en consommer. Donc,
Comment gérer ça? Est-ce que dans certains cas, c'est du cannabis? J'ai entendu des gens dire si c'est du cannabis qui appartient aux parents, est-ce qu'on doit le garder, le remettre aux parents comme si c'était un téléphone cellulaire? C'est interdit en classe dans le code de vie. Bon, aussi, s'il y a consommation sur le territoire scolaire, est-ce qu'il faut interpeller la police? Jusqu'ici, quand il y avait une saisie, on s'en débarrassait de manière, disons, assez facile là, dans les toilettes. Mais là, donc, dans le contexte nouveau, est-ce qu'on garde ça sur soi en attendant que la police vienne? Est-ce que la police va vraiment venir pour des cas de possession simple sur le territoire scolaire? Il y a toute la question de la gestion du personnel aussi, qui peut avoir le droit de consommer certains produits. C'est sûr qu'on pense, quand on parle de consommer, on pense à fumer, mais il y a d'autres façons de consommer qui sont parfois indétectables. Là aussi, il y a une question d'application des règlements. Puis il y a aussi, je pense, une crainte que les élèves et même le personnel, tout d'un coup, le 18 octobre, se présentent tous intoxiqués au travail puis à l'école. Alors qu'on est plusieurs à penser que ce n'est pas le cas. Ceux qui le faisaient déjà pourront continuer, puis sinon, ça ne deviendra pas acceptable de consommer. Puis, bon, sinon, ben, je pense qu'un des défis au scolaire, c'est d'expliquer que oui, parce qu'il y a une perception chez les jeunes, puis c'est un des risques de la légalisation, d'une forme de banalisation, de normalisation. Bon, normalisation, je pense que ça peut être bien, mais banalisation, de baisse de perception du risque et d'association que la légalisation, dans le fond, si on légalise, c'est parce que c'est bon pour la santé, là, à la limite. Il faut contrer ces perceptions-là, expliquer aux jeunes, c'est pas pour rien, par exemple, qu'on a mis ça à 18 ans, parce que oui, ça peut être un produit risqué, peut-être moins pour les adultes. Il est légalisé parce qu'il y a des dommages de la prohibition, et c'est pas parce que, justement, le cannabis est sans risque. Je pense qu'il va y avoir des défis de message avec les jeunes. C'est ça, j'écoute ce que vous dites, et puis je l'entends pas dans les milieux. Je pense que les gens sont peut-être pas rendus à se faire un raisonnement aussi complet. Peut-être qu'il y a un défi là de fournir ces arguments-là. Exactement. Je pense qu'on est encore trop dans l'émotion, dans l'anxiété, l'anticipation de situations un peu catastrophiques. Puis je pense qu'on n'a pas encore atteint la raison, puis regarder les vrais enjeux, puis comment les adresser en bon français. Parlant de vrais enjeux, quand on rentre au cégep, on n'a généralement pas 18 ans. Non, puis tout le monde sait qu'au cégep, il n'y a pas de cannabis. Là aussi, j'ai toujours trouvé ça bien drôle de voir qu'on veut préserver les étudiants du cégep et même des universités. Là, on entend qu'il va y avoir une SQDC près de l'Université du Québec à Montréal. Comme si on les exposerait de nouvellement à une substance alors que c'est présent. Puis dans le milieu scolaire, secondaire aussi, là, le cannabis, on dit qu'on ne veut pas qu'il soit près des écoles secondaires, mais actuellement, il est dans les écoles secondaires, dans les cours d'école. Mais au cégep, là aussi, il y a des enjeux parce qu'il y a une clientèle qui chevauche l'âge légal d'accès. Ça va de 17 à 20 ans, là, ça va plus que ça, mais en moyenne. Donc, il y a des gens qui sont techniquement autorisés à consommer, mais pas sur le terrain de l'université nécessairement, du cégep, pardon. D'autres pas. Puis je remarque aussi qu'on souhaiterait interdire aussi même la possession. La Fédération des cégeps a plaidé ça, qu'on devrait interdire la possession. Là aussi, je pense que c'est difficile à appliquer. Même si pour le tabac, par exemple, il y a des interdictions de consommer, les gens peuvent avoir leurs cigarettes sur eux, puis ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas pourquoi, pour le cannabis, ça serait différent. Puis là aussi, il y a des enjeux de prévention puis de réduction des méfaits. Là. Je pense qu'on est encore beaucoup dans les risques, puis avertir les gens des risques, puis les institutions postsecondaires se trouvent même un rôle de prévention au niveau de la santé à cause des risques potentiels sur la réussite académique scolaire.
je trouve que, dans une certaine mesure, c'est un peu se donner un rôle qui n'est pas nécessairement leur premier rôle. Et puis, je vois là aussi une grande incohérence avec comment on traite l'alcool, surtout à l'université, là, mais restons-en au cégep. Je pense qu'un autre enjeu, c'est toute la question du mode de consommation, parce que il y a des gens qui peuvent vaporiser avec des produits qui sont inodorants ou prendre des produits comestibles, puis encore une fois, vouloir interdire cette consommation-là, c'est bien beau, mais dans les faits, c'est très difficilement applicable. Effectivement. Mais ce que je retiens de ces considérations-là, c'est ce que vous disiez au début, la difficulté qu'on a d'aller au-delà du réflexe d'interdiction. Exactement. Dans un contexte où on essaie de reconnaître l'existence d'une substance et sa légitimité jusqu'à un certain point au plan social. Et les seuls outils qu'on connaît, c'est ceux qu'on a connus dans le passé. Donc, on essaie d'interdire des affaires, puis tout ça. Et peut-être qu'il y aurait une alternative à ça qu'on n'a pas encore expliqué ou imaginé. Oui, puis c'est vrai qu'il y a un réflexe d'interdire dans plein de domaines dans notre société. Dès qu'il y a quelque chose, on va interdire, mais la question, c'est comment c'est réaliste et comment c'est applicable, tout ça. La question, effectivement, d'accompagner... Je ne suis pas surpris le cannabis est une substance qui a été stigmatisée, puis je comprends que socialement, ça ne peut pas changer du jour au lendemain, puis ça va prendre un peu de temps pour qu'on se rende compte que ce n'est pas la catastrophe, pour qu'on comprenne que c'est un produit risqué, oui, mais pas plus, voire moins que l'alcool, et que ça va rentrer dans les mœurs et qu'on va accepter. On l'a vu d'ailleurs dans certains États américains où les gens ont constaté qu'il n'y avait pas de catastrophe, puis les gens ont appuyé plus la légalisation. Mais effectivement, il va falloir rapidement abandonner ces vieux réflexes d'interdire, accueillir la réalité que ce produit-là est légal, puis de sortir de cette logique-là qu'on légalise un produit, puis finalement on met en place des dispositions qui rendent impossible sa consommation. Là, je déborde du milieu du cégep, mais sur tout le débat de la consommation dans les lieux publics, c'est un enjeu, là. On pourrait voir des personnes qui seraient complètement dans l'impossibilité de consommer parce que interdiction à la maison, dans la voiture, dans un bar, dans la rue. Et à un moment donné, légaliser, ça veut aussi dire encadrer, mais ça veut dire permettre dans une certaine mesure cette consommation-là. Là. Donc, en terminant, on va se dire qu'il y a tout un débat qui s'en vient. Oui. Pour essayer de métaboliser, de digérer cette nouvelle réalité-là et trouver des façons, justement, de l'intégrer dans la vie sociale. Oui, puis dans le milieu encore universitaire, où là, ce sont des adultes encore plus matures et qui sont tous en âge de consommer, d'avoir le droit de se procurer le cannabis, je pense qu'il va falloir, là, plus qu'ailleurs, laisser tomber les interdictions complètes, surtout quand on sait qu'on peut se saouler à l'intérieur même des murs de l'université, là, en toute légalité, avec les bars. Et j'imagine les étudiants dans un 5 à 7 ou dans les résidences qui ne peuvent pas consommer nulle part. Là aussi, je vois des effets pervers. Et je pense qu'il va falloir aller davantage vers des espaces sécuritaires, de réduction des méfaits, même de lieux de récupération pour des gens qui sont en intoxication. C'est des choses qui se faisaient avec l'alcool dans certaines universités. Je pense qu'il va falloir envisager beaucoup plus d'accompagnement et de réduction des méfaits que de prévention de la consommation. Je pense que l'université, son rôle, c'est surtout d'accompagner les étudiants en leur transmettant de l'information pour réduire les risques quand ils décident de consommer. Je pense que c'est ça qui parle aux étudiants, un langage intelligent qui les prend pour des êtres matures et qui les accompagne. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir participé à nos conversations. Je pense que c'est extrêmement éclairant et ça va être stimulant pour le débat qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci.